soleil. Alors, donc longueur d'une courbe. Donc la longueur d'une courbe, faut se rappeler de la formule. L'intégrale de AB de la norme de f', quand f est un arc paramétré. Donc la plupart du temps, vous aurez un arc sous la forme x de t, y de t. Et donc la formule, c'est celle-ci. Pour le paramètre t qui va varier entre a et b. Donc je vais vous donner des exemples très simples. Et pour un cas particulier d'une fonction classique, hein, y égale f de x, alors une fonction y égale f de x, vous pouvez toujours la paramétrer, en fait, la transformer en une courbe paramétrée. Hop, 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 qu'est-ce qui se passe? Des fois, avec Mac, il se passe des choses bizarres. Donc, si vous remplacez, en fait, vous posez x de t égale t, et du coup, y il vaut f de t, puisqu'on avait y qui valait f de x, et ça vous donne une courbe paramétrée. Et donc, ça vous permet de calculer la longueur d'une courbe, ce qu'on ne fait jamais. Hein. C'est assez bizarre, ça, mais c'est vrai qu'on ne le fait jamais. La longueur d'une courbe, on trace. Bon, je vais revenir sur le tableau là, parce que là, il n'y a plus besoin. Quand vous, même en terminale, on vous fait souvent tracer des courbes, et ce qu'on vous demande, c'est l'aire qui est sous la courbe. Et ça, vous le savez, l'aire qui est sous la courbe, vous faites l'intégrale de AB de f de x dx, et vous avez l'aire qui est sous la courbe. Mais on ne vous demande jamais, enfin presque jamais, quelle est la longueur de cet arc-là. Ça a été demandé une fois, et c'était il y a 2 ans, je crois, l'épreuve du bac. C'était peut-être l'année dernière. Ah non, c'était l'année dernière. L'épreuve du bac de l'année dernière, ils avaient à calculer ça, où il y avait du CH, etc. Et la formule était donnée, évidemment. Ils ont dit, voilà, la longueur, on la calcule comme ça. Mais ça, on ne vous demande jamais. Eh bien, c'est dommage, parce que la formule, elle est simple. C'est l'intégrale entre a et b de la racine de 1 plus f' carré. Donc ça, il faut juste le savoir. Hein. Ce n'est pas la peine d'essayer de comprendre. On peut le justifier, enfin ça se démontre, mais il faut aussi le retenir. Vous l'avez déjà eu en DS, non? Oui, j'avais fait un petit DS sur une longueur de courbe. Ouais. La CCP 2014, je crois. Un exemple simple, avant de venir à ceux qui sont des exos. Si vous prenez le cercle, bon, la longueur d'un cercle, vous connaissez, hein, c'est 2πr. Et ce cercle-là, comment est-ce qu'il est paramétré? Il est paramétré par x de t égale r cosinus t et y de t égale r sinus t. Et donc, si je veux calculer la longueur de mon cercle, de mon arc, donc la formule, c'est de dire que c'est l'intégrale de 0 à 2π de racine de r. Donc, je dérive le x, enfin, je vais mettre x' carré. Donc, la formule, c'est ça. Donc, c'est assez facile à retenir. Hein. C'est la racine du… Enfin, c'est la norme du vecteur vitesse, hein, ce truc-là. C'est la norme de f' de t. Donc, c'est la norme du vecteur vitesse. Et donc, si vous calculez, bon, je vous laisse faire les calculs. X', ça va vous donner du sinus, etc. Mais comme vous avez au carré, les moins, ils sont bien plus. Et donc, vous allez avoir un cos carré plus un sin carré avec un r carré en facteur, etc. Donc, tout ça, ça va donner r. Et si vous calculez, ça fait bien 2πr. Voilà. On va étudier rapidement cette courbe. Hein. Donc, t moins sinus t. Ça, c'est quelque chose d'assez simple. Donc, A, c'est un nombre strictement positif. On pourrait prendre A égale 1. Donc, cette courbe-là, alors on va faire une étude rapide. Hein, c'est assez simple. Donc, vous avez d'abord X et Y qui sont de classe C infinie sur R tout entier. Donc là, il n'y a aucun problème. Donc, on a un arc de classe C infinie. Ensuite, est-ce que j'ai des symétries? Alors, si je calcule x de moins t, je trouve facilement moins x de t. Et y de moins t, comme le cosinus est pair, c'est y de t. Donc là, de nouveau, vous avez une symétrie par rapport à OY. Donc ça, c'est une première chose. Donc ça veut dire qu'il suffira d'étudier l'intervalle sur R+. Enfin, l'intervalle, l'arc sur R+. Pardon. Ensuite, vous n'avez pas tout à fait une périodicité.
à cause du petit t là. Mais vous avez quand même une petite formule. Si vous faites x de t plus 2pi, vous trouvez x de t plus, alors le sinus il ne va pas bouger, mais là vous aurez un plus 2pi en plus, donc plus a fois 2pi. Y de t plus 2pi, lui, il sera égal à y de t. Et donc là, c'est un petit exemple qu'on avait donné dans le poly. Hein. Vous allez avoir une translation entre le point m de t et le point m de t plus 2pi. Donc là, vous aurez une translation de vecteur 2api fois i. Ce qui veut dire que si je trace, j'étudie mon arc sur un intervalle d'amplitude 2pi, par translation, j'aurai tout le reste. Alors des translations successives. Et comme on a une symétrie à cause de la parité, on va donc étudier l'arc sur 0pi. Donc on l'étudie sur 0pi, on fait la symétrie, et ensuite, on aura tout par translation. Alors, on calcule rapidement les dérivés. Donc, x' de t égale, alors, je crois que j'ai fait mon petit calcul, donc, comme ça, on va gagner du temps, hein, je ne vais pas tout directement le résultat, ça m'évitera de réfléchir. Donc, on trouve ça, y' de t, bon, en même temps, c'est assez trivial, hein, égale a sinus t. Voilà, et donc comme on est sur 0pi, bah, c'est assez facile de voir. Donc déjà, votre x' est toujours positif, là, hein. 1 moins cos t, quoi qu'il arrive, c'est toujours positif. Le sinus t sur 0pi, il est positif. Donc ici, tout est croissant. Et puis, alors, on peut vérifier quand même qu'on a un petit point stationnaire, là. C'est ça qui est intéressant ici, hein, c'est qu'il y a un petit point stationnaire. Je vais peut-être effacer rapidement. Bon, je vous ferai une vidéo, de toute façon. Alors, si je trace mon tableau de variation, on peut le tracer tout de suite, on fera l'étude après. Bon, là, je vais peut-être faire un peu trop, là. Donc ici, je me place sur 0pi. Bon, pour regarder ce qui se passe en pi sur 2, mais ça n'a pas un grand intérêt. Donc j'ai x', x, y, y'. Donc tout est positif, là. Donc x va être croissante, y va être croissante. Et puis je vais regarder ce qui se passe quand même quand est-ce que x' s'annule. X' s'annule quand t égale à 0. Et sur 0pi, c'est tout. Et ici, il vaut 2. Il vaut 2a. Et puis, je regarde quand est-ce que y' s'annule. Ça m'intéresse aussi. Y', il s'annule aussi en 0. Donc, comme x' et y' s'annulent tous les deux en 0, vous avez un point stationnaire. En pi, le y' s'annule, ça c'est intéressant, mais pas le x'. Voilà. Alors après, vous mettez ce qui se passe pour les bornes ici. Donc là, j'ai 0, là j'ai a fois pi si je ne me suis pas trompé. Et là, j'ai 0, 2a. Bon, et puis en pi sur 2, alors vous pouvez mettre les valeurs. Hein. Ici, il y a un petit a. Et x en pi sur 2, ben, je ne l'ai pas marqué. Qu'est-ce que ça fait x en pi sur 2 Ouais, ça fait un truc bizarre. Bon, on s'en fiche. Enfin, ça fait a fois pi sur 2 moins 1. Ça n'a pas un grand intérêt. Voilà. Mais ce qui m'intéresse, c'est quand même ce petit point-là, x' et y'. Donc, on va quand même l'étudier rapidement parce que là, on a un point stationnaire. Hein, c'est-à-dire qu'on a une première dérivée, le vecteur f', c'est le vecteur nul. Donc, il faut aller chercher le premier vecteur dérivé non nul. Mais ici, comme on est en 0, on ne va pas se gêner. On va faire un petit dl. Donc là, je regarde ce qui se passe en t égale à 0. Je fais une étude locale et je fais un dl. Donc, dl de x, donc t moins sinus t. Donc, le sinus, je vous rappelle, c'est t moins t cube sur factoriel 3 plus un petit taux de t3. Donc, hop, vous simplifiez. Ça vous fait, les t s'en vont ici. C'est logique hein, que les t s'en aillent, puisqu'on retrouve le fait que x' de 0 vaut 0. Et là, on trouve a t cube sur 3 plus un petit taux de t cube. Déjà, ça fait un dl à l'ordre 3, ça devrait suffire. Je fais la même chose avec mon y. Donc, y, c'est a facteur de 1 moins cos t. Donc, quand vous faites le dl de cosinus,
c'est 1 moins t carré sur 2, donc les 1 s'en vont, et ça vous fait du at carré sur 2 plus un petit taux de t3. On sait qu'il n'y aura pas de terme en t3. Factoriel 2, ici, ça change rien. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit avec ce DL? On voit qu'on a… alors, parfois, j'aime bien l'écrire avec une fonction. Bon, je vais effacer mon tableau de variation. Hein. Il n'est pas très difficile à retenir. Puis moi, je l'ai encore sur ma petite feuille à côté. Sur ce DL, j'aime bien l'écrire en termes de vecteurs. C'est-à-dire que vous avez votre fonction vectorielle f de t qui vaut x de t, y de t. Et cette fonction vectorielle, je peux lui faire son DL. Donc, j'ai x de 0, y de 0. Alors, x de 0, y de 0, il va le 0. Hein. Si vous voulez, je peux mettre ça là. Voilà. Plus t fois x' de 0, y' de 0. Plus t carré sur 2, x secondes de 0. Vous voyez, je fais le DL, mais sous forme vectorielle, etc. etc. Et donc, première coordonnée, c'est le DL de x. Deuxième coordonnée, c'est le DL de y. Et donc, le DL que j'ai obtenu ici, je vais m'en servir. Ça c'est de manière un peu théorique. Et là, je m'aperçois que, en fait, le premier terme que j'ai, c'est du t carré. Je n'ai pas de terme constant. Bon, c'est parce que ici, on est au point 0. Je n'ai pas de terme en t. C'est normal parce que j'ai un point stationnaire. Et donc, le premier terme que j'ai, c'est un t carré. Et ce t carré sur 2, là, il est en facteur de 0 parce que x, il n'y a pas de terme en t carré. Et là, j'ai un petit 1. Et le terme suivant, mon t cube sur factoriel 3, il est en facteur, donc là, j'ai un petit a et là, j'ai 0. Et après, je vais mettre un petit taux de, souvent on met un petit taux de la norme de je ne sais pas quoi, là, d'un vecteur, bref, au cube. Bien, je ne sais pas ce qu'on mettrait. Bon, enfin, c'est la suite du DL, mais on s'en fiche. Et donc là, vous voyez que vous avez t carré, ça c'est votre vecteur, ce que j'avais appelé le vecteur V2 hein, dans la théorie. Donc là, vous avez le premier vecteur dérivé non nul, et là, vous voyez que le suivant, il est clairement pas collinéaire à celui-là. Donc on a P égale 2 et Q égale 3. P égale 2, P est pair, Q est impair, c'est ce qu'on appelle un point de rebroussement de première espèce. Bon, je vous réexpliquerai après quand je vais le dessiner. Donc ça me permet de connaître la nature du point stationnaire en 0, 0. T égale à 0, ça me donne le point d'abscisse 0, 0. Bon, et là, j'ai tout ce qu'il faut pour tracer ma cycloïde. Donc, j'efface mon DL de x et de y. Et donc là, je peux tracer ma cycloïde. Alors, la cycloïde, vous la connaissez, je pense. Hein. Donc, je vais regarder ce qui se passe ce point 0, 0, là. Donc là, j'ai le point M de paramètre 0, qui a pour coordonnées 0, 0. Et là, j'ai mon fameux mon vecteur tangent V2. Je vais mettre bleu. Là, vous avez V2. Alors là, vous avez V3. Alors, V3, il est là, en fait. V3, c'est lui, là. Et qu'est-ce qui se passe ici Là, T carré et T3, c'est un peu les coordonnées hein, de X et de Y dans ce repère-là. Et donc là, vous avez… Je crois que le rouge ne marche pas très bien. Je pompe. Donc là, vous avez un point de rebroussement de première espèce. C'est-à-dire que si T est positif, on est tangent à V2. Hein. On est tangent à V2 et donc on est de ce côté-là. Et quand T sera négatif, on va être de l'autre côté. Et ça, c'est logique avec la symétrie. Donc si je continue, si je regarde mon tableau de variation, j'ai X qui augmente, etc. Donc je l'avais fait jusqu'à 0π. Alors je vais tracer le point de coordonnées de paramètre pi. Et là, il a pour coordonnées X, il valait à pi. Donc ici, vous avez à pi. Ouais, donc si je le mets là, ça ne va pas aller. Trop loin. Je vais mettre là à pi. Et donc, non, c'est pas ça, pardon. Oui, ça, c'est l'abscisse. X vaut 2A. Ah, mais non, aussi, parce que Y vaut 0, là. Non, c'est pas ça. Non, quand X vaut à pi, Y vaut 2A. Donc, 2A, on va le mettre à peu près par là. Et donc là, on a le point de paramètre
pi. Et en ce point-là, on a x' qui n'est pas nul, mais y' qui est nul. Donc, comme y' est nul, vous avez un vecteur tangent qui ressemble à ça, quoi. C'est x' de pi, y' de pi. Ça, c'est votre vecteur tangent. Et il vaut 2a, 0. Donc, 2a, 0, c'est un vecteur horizontal. Donc, vous avez une tangente horizontale. Et donc, la courbe, elle va aller vers ce point-là. Voilà. Et ça, c'est la courbe qui correspond à mon étude sur l'intervalle 0pi. Et ensuite, je fais ma symétrie par rapport à y égale x. Et je termine par translation. Donc, par translation, j'ai ce morceau, on va le faire avec une autre couleur. Donc, j'ai ce morceau qui se retrouve ici, et après, je recommence. Et donc, j'ai une cycloïde. C'est ça. Tac, tac, tac. Avec des arches, etc. D'accord? Donc là, ce n'est pas une étude très difficile, hein. Il n'y a pas de gros problème. Il y a juste ça. Bon, ça, même à la rigueur, avec la symétrie, on pouvait quand même s'en douter qu'on allait avoir un point de rebroussement de cette nature. Mais c'est quand même bien de faire l'étude. Bien, donc une fois qu'on a fait ça, un petit calcul pour trouver la longueur de l'arche, la longueur de cette arche-là, qui est rouge et vert. Donc la longueur de l'arche, on applique la formule. Donc c'est l'intégrale entre 0 et pi. Hop, hop, hop. Si vous voyez bien. Hein. Bon, si je truc, donc je vais baisser ça. Donc c'est l'intégrale entre 0 et pi de racine de x' carré plus y' carré dt. Donc x' et y', on les a calculés. Hein. Ce qui vous donne, alors il y a du a carré hein, qui va intervenir, donc on peut le sortir. On pourrait dire aussi qu'on n'est pas obligé d'intégrer entre 0 et 2 et pi. Non, c'est pas pi, c'est 2pi, pardon. L'arche ici, c'est 2pi. Hein. Ici, c'est le point m de 2pi, ça. Donc normalement, c'est entre 0 et 2pi qu'il faut calculer cette longueur, si on veut tout l'arche, rouge et vert. Donc c'est entre 0 et 2pi, mais à cause de la symétrie, vous voyez bien que cette arche-là, c'est la moitié de celui-là, enfin c'est symétrique. Donc on peut dire que c'est 2 fois l'intégrale de 0 à pi. Il y a un petit a, un a carré qui sera en facteur ici qu'on va sortir. Donc ça, c'est l'intégrale de 0 à pi, grâce à la symétrie. Et puis ici, si vous regardez, vous avez ça. Je vous laisse faire les calculs. Donc ça vous donne ça. Et puis, alors, vous développez ces deux carrés. Donc, je vais effacer ça, j'ai plus besoin. Donc, on calcule l'intégrale de 0 à pi, on simplifie ça, donc ça fait du racine de. Il y a du cos carré plus sin carré, donc ça fait un 2 moins 2 cos t. Ça, c'est le double produit qui vient de là. Donc, ça donne ça. Donc, il y a un racine de 2 qui sort. Là, je mets 2 en facteur. Donc, j'ai un racine de 2, l'intégrale de 0 à pi de racine de 1 moins cos t. Et 1 moins cos t, petite formule trigo, ça vous dit quelque chose, 1 moins cos t. 1 moins cos t, c'est avec les formules, ce qu'on appelle les formules de duplication. Donc, 1 moins cosinus t, c'est 2 sinus carré de t sur 2. Donc, de nouveau, j'ai un 2 qui sort. Donc, ça me fait un 4a. Et là, j'ai l'intégrale de 0 à pi de racine de sinus carré. Et comme mon t sur 2, il est entre 0 et pi, enfin, mon t est entre 0 et pi, donc t sur 2, il est entre 0 et pi sur 2, le sinus est positif. Donc, il me reste juste sinus de t sur 2. Le carré, racine de sinus carré, ici, c'est sinus. Parce que ça, c'est positif. Bon, ensuite, vous calculez cette intégrale, hein, etc. Et vous tombez sur 8a. Longueur de l'arche.